Je m'appelle Alison Grace Talbot, et au moment où j'ai fait glisser le dossier juridique impeccable sur la table vers ma mère adoptive, j'ai regardé son mascara couler alors que son visage se vidait de ses couleurs. Le juge a appelé cela de la négligence émotionnelle, ai-je dit calmement. Et il n'a pas tort. Je me suis tourné vers mon père, l'homme qui m'avait demandé un jour pourquoi il m'avait même gardé, et j'ai ajouté, il s'avère que la biologie n'est pas la seule chose qui fait d'un individu un vrai parent. La compassion aussi. D'où regardez-vous? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Et si vous avez déjà été traité comme un étranger au sein de votre propre famille, faites-le moi savoir, pour que je sache que je ne suis pas seul. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. C'était censé être une soirée simple. Des crevettes à la vapeur et du gris pour l'anniversaire de papa. Rien d'extravagant. La cuisine sentait le citron et l'olbé, et mes mains tremblaient au-dessus de la casserole en essayant d'obtenir la bonne consistance. L'autocuiseur sifflait derrière moi tandis que le batteur tournait à bas régime, j'étais sur les nerfs, comme toujours, essayant de ne pas faire d'erreur. Alison, la voix de maman a coupé l'air avec cette pointe d'amusement familière. Qu'est-ce que c'est censé être, ça? Elle pointait du doigt le bol de gris trop liquide que j'essayais de sauver. J'ai forcé un sourire. Il faut juste une minute pour que ça épaississe. Elle a ri à un rire fort, aigu, cruel. Ma fille, c'est de la soupe. Même Emma ferait mieux. Papa a levé les yeux de son fauteuil inclinable à l'autre bout de la pièce, une bière à la main. On ne t'a pas montré comment faire ça il y a des années? J'avais 12 ans, ai-je murmuré, essayant de ne pas tressaillir. Emma, ma petite sœur enfin, techniquement leur fille biologique, était assise tranquillement dans le coin petit déjeuner, balançant ses jambes sous la table. Son visage a rougi quand maman a continué de rire. Sérieusement, pourquoi rates-tu toujours les trucs les plus faciles? Maman a gloussé, essuyant les larmes de ses yeux comme si j'étais une séquence ratée d'une sitcom. Et puis est venue la phrase qui a brisé quelque chose en moi. Papa a ricané en jetant le bouchon de la bouteille dans l'évier. Pourquoi t'avons-nous même gardé? La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Même le batteur a semblé s'arrêter. Emma a eu un souffle coupé, puis sa lèvre a tremblé. Papa. J'ai reculé, le cœur retourné. Tu n'as pas osé dire ça. Il n'a pas répondu, se replongeant dans sa boisson comme si je ne méritais pas une seconde d'attention. J'ai lâché la cuillère avec fracas et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux, elle qui souriait toujours, imperturbable. Je n'ai jamais eu ma place ici, ai-je dit, la voix brisée mais assez forte pour faire vibrer la vaisselle dans l'évier. Et vous avez tout fait pour que je ne l'oublie jamais. Alison, a chuchoté Emma, les larmes aux yeux, mais c'était trop tard. J'essaie encore et voilà ce que j'obtiens, ai-je ri, d'un son court et essoufflé. Oubliez le gris. Cuisinez votre propre dîner. Alison, ne parle pas à tes parents sur ce ton, a lancé maman, sa voix soudainement sévère comme si j'avais brisé une règle sacrée. Vous n'êtes pas mes parents, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. Vous êtes des acteurs dans une pièce où je suis l'erreur qui gâche la scène. J'ai entendu Emma sangloter alors que j'arrachais mon tablier pour le jeter sur le comptoir. La chaleur de la cuisinière se mélangeait aux larmes qui me brûlaient les yeux alors que je poussais la porte de derrière. L'air épais de la Caroline du Nord m'a frappé comme un mur, collant et lourd de l'humidité estivale. Mais je l'ai accueilli avec soulagement. Lui ne me jugeait pas. Derrière moi, la porte moustiquaire a grincé en se refermant. J'ai descendu les marches du porche pieds nus, la terre fraîche sous mes pieds. Le soleil était couché depuis longtemps, mais la douleur brûlait tout aussi fort. Je n'ai pas regardé en arrière, car si je l'avais fait, je serais peut-être resté. Et si j'étais resté, je me serais brisé. La rue devant notre maison avait ce calme langoureux du sud qui vous force à entendre les choses que vous ne voulez pas entendre, comme vos propres pensées. Il était un peu plus de 21 heures, mais l'humidité collait à ma peau comme une punition. J'ai continué à marcher, les bras croisés sur ma taille, le souffle court comme si j'allais hurler si je ne me maintenais pas assez fermement. Les lumières des porches s'allumaient une à une le long de la route. Les arroseurs s'activaient dans certains jardins, et je sentais l'odeur douce de l'herbe fraîchement coupée et des grillades provenant du patio d'un voisin. Tout semblait normal, paisible, mais j'étais en train de m'effondrer. Je me suis laissé glisser sur le trottoir sous le réverbère, à 2 maisons de la mienne, les doigts crispés sur l'ourlet de mon t-shirt, fixant mes genoux.
Je ne pouvais pas pleurer, pas encore. Pleurer, c'était les laisser gagner. Mais plus je restais assise là, plus la douleur pressait contre mes côtes. Ma gorge se serrait. Mes mains commençaient à trembler. Ce n'était pas le gris. Ce n'était jamais le gris. C'était 21 ans passés à me faire rappeler, de 100 petites manières différentes, que je n'étais pas vraiment l'une des leurs, une invitée dans ma propre maison, un inconvénient toléré. Allison. La voix a percé le brouillard, douce et familière. J'ai levé les yeux, clignant des paupières contre l'éclat de l'enseigne de la librairie de l'autre côté de la rue. Jonah Briggs se tenait devant la boutique, les clés dans une main et un sac en papier marron dans l'autre. Il portait ce même t-shirt délavé, lisait les livres interdits, et avait une tache d'encre sur la joue, ses sourcils se sont froncés alors qu'il s'approchait de moi. Et il s'est accroupi à mes côtés, prudent, comme si j'allais me briser. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas répondu, j'ai juste secoué la tête en laissant échapper un son entre le rire et le sanglot. Il s'est assis à côté de moi sur le trottoir sans demander, en me tendant le sac en papier. C'est de la tarte aux pêches, a-t-il dit. Un peu écrasé, tu sais, de la nourriture honnête. Cela a brisé quelque chose en moi. J'ai ri vraiment, et puis j'ai pleuré des sanglots laids, désordonnés, haletants que j'essayais de cacher derrière mes paumes. Mais Jonah a simplement attendu, sans tressaillir, sans combler le silence, sans me demander d'explication. Quand j'ai enfin pu parler, j'ai chuchoté, il a dit, « Pourquoi t'avons-nous même gardé ?» Comme si j'étais une erreur qu'il ne pouvait pas renvoyer. La mâchoire de Jonah s'est crispée. « Ton père ?» J'ai hoché la tête. Et ma mère a juste ri comme si c'était drôle, comme si j'étais une blague de sitcom. Emma s'est mise à pleurer et je n'ai pas pu rester. Je ne pouvais pas. Tu ne devrais pas avoir à le faire, a dit Jonah, sa voix stable mais basse. Allison, tu ne mérites pas la façon dont il te traite. Tu ne l'as jamais mérité. Il a penché la tête pour me regarder pleinement, les yeux doux mais déterminés. Ils agissent comme si ta douleur était un inconvénient pour eux. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ce n'est pas ta faute si tu as atterri chez des gens qui ne savaient pas quoi faire d'une personne comme toi. Quelqu'un comme moi. J'avais entendu cela auparavant de la part de professeurs, de voisins, même à l'église. Elle est un peu différente. Calme. Elle n'est pas tout à fait à sa place. Peu importaient mes efforts. Il voyait toujours les coutures. Je ne sais même pas qui je suis en dehors de mes tentatives pour leur plaire, ai-je admis, les mots sortant de plus en plus vite. Je pensais que si je faisais tout correctement, il finirait par. Je ne sais pas s'intéresser à moi. Il s'intéresse au contrôle, a dit Jonah. Pas à toi. J'ai fixé l'asphalte fissuré. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dérive, c'est tout? Non, a-t-il dit en rapprochant le sac de tarte. Tu commences à découvrir qui tu es sans eux. Qui est Allison Grace Talbot quand personne ne regarde? Tu leur as déjà survécu. Ce n'est pas rien. Ces mots se sont déposés autour de moi comme une couverture douce. Pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas invisible ou indigne. Je devrais probablement rentrer, ai-je dit doucement. Au moins pour qu'Emma ne pense pas que j'ai disparu. Jonah a hoché la tête. Tu veux que je t'accompagne? J'ai secoué la tête. Non, je peux le faire. Il s'est levé, puis a marqué une pause. Et, ce n'est pas parce que tu vis dans cette maison qu'ils sont propriétaires de ton histoire. Tu as le droit de la réécrire. J'ai levé les yeux vers lui. Même si ça fait mal? Surtout si ça fait mal, a-t-il dit. C'est là que les bonnes histoires commencent. J'ai pris la tarte et je me suis levé, les jambes raides. Merci, Jonah. Pourquoi? Pour être le seul qui ne me demande pas de me faire toute petite. Alors que je retournais vers la maison, la lumière du porche était toujours allumée comme si rien ne s'était passé. Mon cœur me faisait toujours mal, mais en dessous, quelque chose de petit et de défiant commençait à s'agiter. Je n'étais pas entière, mais je n'étais pas brisée au-delà de toute réparation non plus. Au moment où j'ai atteint le coin de notre cul-de-sac, les mots de Jonah avaient commencé à s'estomper à l'arrière-plan comme un rêve qui se dissout juste avant le réveil. J'ai serré le sac en papier contre ma poitrine alors que les cigales bourdonnaient dans l'air épais de la nuit. Une lumière de Porsche a vacillé plus loin, la nôtre, toujours allumée, toujours en attente comme elle le faisait toujours.
Même si les gens à l'intérieur semblaient à des années-lumière, je ne voulais pas rentrer. Pas vraiment. Mais Emma. Elle m'avait regardé comme si j'étais la dernière bulle d'oxygène dans une pièce étouffée par la fumée. Je ne pouvais pas la laisser seule avec eux. Pas ce soir. J'ai ralenti le pas en voyant notre maison. Le gravier familier sous mes pieds. Les étayer trop proprement. Les volets que maman avait peints en violet aubergine un printemps parce que cela nous donnait l'air moins pauvre. Et puis quelque chose a changé dans l'air, si subtil que cela aurait pu n'être rien. Jusqu'à ce que je l'entende, un ronronnement sourd. Pas le bourdonnement des cigales, mais un moteur silencieux, luxueux. Ce son n'appartenait à aucun de nos voisins. J'ai arrêté de marcher. Mes yeux se sont tournés vers la rue, et c'est là que je l'ai vue. Une élégante voiture de luxe noire s'est arrêtée silencieusement à mi-chemin du pâté de maison. Des vitres teintées, pas de plaques visibles, aucun son au-delà du doux murmure de son moteur au ralenti. Elle n'avait rien à faire ici. Pas dans notre coin de Caroline du Nord. Pas dans une rue où tout le monde connaissait tout le monde et où rien d'extravagant ne stationnait jamais longtemps. Je me suis figé, chaque instinct de mon corps hurlant, fuis. La voiture ne bougeait pas, ne faisait pas d'appel de phare, elle était juste là, à m'observer. J'ai serré plus fort le sac de tarte en faisant un pas en avant, le cœur battant la chamade. C'était peut-être un chauffeur Uber perdu ou quelqu'un rendant visite à la famille Gonzalez plus bas dans la rue. Mais alors que je faisais un autre pas, la vitre côté conducteur a commencé à descendre. Je n'ai pas attendu de voir le visage à l'intérieur. J'ai couru. J'ai remonté notre allée fissurée en trombe, les poumons en feu, mes chaussures claquant sur le béton, le souffle court. Le sac m'a échappé des bras, la tarte éclatant à travers le fond comme une victime de guerre. Mais je ne me suis pas arrêté. Mes doigts ont tâtonné après le loquet de la porte moustiquaire, puis la poignée. Dieu merci, ce n'était pas verrouillé. J'ai claqué la porte derrière moi et je l'ai verrouillée, tournant le pêne dormant avec des mains tremblantes. Mon dos a heurté le bois alors que je glissais sur le sol, essayant de reprendre mon souffle. Silence. Pas même un craquement de pas à l'étage, juste le bourdonnement lointain du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge de la salle à manger. La cuisine était toujours en désordre, le gris séchant dans la casserole, la cuillère que j'avais jetée toujours sur le carrelage comme la preuve d'un crime. Je me suis traîné jusqu'à la fenêtre de devant et j'ai jeté un coup d'œil à travers la fente du rideau. La voiture était partie. Pas de feux arrière, pas de mouvement, juste le calme de la rue à nouveau, comme si elle n'avait jamais été là. Je me suis rassise sur mes talons et j'ai essayé de me convaincre que cela ne signifiait rien, que c'était peut-être juste quelqu'un d'égaré ou testant un nouveau véhicule. Peut-être que cela n'avait rien à voir avec moi. Mais au fond, je savais que non. Ce n'était pas un voisin. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un avertissement enveloppé de silence. Mes mains tremblaient encore alors que je me levais pour vérifier les verrous 2 fois. J'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir vers les escaliers, mon cœur cognant à chaque grincement du bois sous mes pieds. La maison semblait plus froide qu'avant, comme si la dispute avait aspiré toute la chaleur et laissé derrière elle l'écho de quelque chose de laid. En haut des escaliers, la porte de la chambre d'Emma était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle dormait, pelotonnée sous sa couette rose, le visage encore taché de larmes. Sa girafe en peluche était nichée sous son bras, comme toujours lorsqu'elle avait peur. Je ne l'ai pas réveillée. J'ai juste refermé doucement la porte. De retour dans ma propre chambre, je me suis assise sur le bord du lit, toujours dans mon jean de la veille, et j'ai fixé mon reflet dans la fenêtre sombre. La fille qui me regardait ne ressemblait pas à quelqu'un qu'une voiture de luxe suivrait. Elle avait l'air petite, invisible. Je me suis dit que j'étais en sécurité, que les portes étaient verrouillées, que personne ne viendrait ici pour quelqu'un comme moi. Mais l'inquiétude s'était insinuée dans mes os et refusait de me quitter. Je me suis allongé sans éteindre la lumière, et je n'ai pas dormi. Il était presque minuit dans ma petite chambre à l'étage à Raleigh, en Caroline du Nord, et la seule lumière provenait de ma lampe de chevet. Sa lueur jaune et douce repoussait à peine les ombres accrochées au mur. Je ne m'étais pas changé. Je n'avais pas dormi, et je n'avais certainement pas cessé de penser à ce que papa avait dit. Pourquoi t'avons-nous même gardé? Les mots résonnaient comme une cloche cabossée à l'intérieur de ma poitrine. J'ai tendu la main vers le tiroir de ma table de nuit lentement, comme si cet acte exigeait du courage. À l'intérieur,
glissée sous de vieilles cartes d'anniversaire et une photographie délavée d'Emma et moi à la foire de l'État, se trouvait une boîte en velours bleu nuit. Je l'ai tenue entre mes mains un long moment avant de l'ouvrir. La montre a instantanément capté la lumière. Élégante, argentée, aux lignes épurées, le genre de luxe discret que mon père admirait chaque fois qu'il feuilletait des magazines qu'il n'admettrait jamais aimer. J'avais économisé pendant 6 mois, faisant des heures supplémentaires au café, sautant des déjeuners, marchant au lieu de prendre le bus. J'ai tracé le métal frais du bout du doigt. Peut-être que ce sera enfin suffisant, ai-je chuchoté dans le silence de la pièce. Suffisant pour qu'il me regarde différemment. Suffisant pour arrêter les blagues. Suffisant pour prouver que je n'étais pas juste la fille qu'ils avaient gardée. J'ai avalé péniblement et j'ai déposé la montre avec précaution dans un petit sac cadeau que j'avais caché dans mon placard des semaines auparavant. J'ai même ajouté du papier de soie blanc, impeccable, intact. Cela semblait bêtement cérémonieux pour quelque chose qui n'allait probablement rien changer. Mais l'espoir est une chose tenace, même lorsqu'il est meurtri. Je me suis assise en tailleur sur mon lit, fixant le sac. Mon esprit rejouait la fête de demain et les parents, le barbecue dans le jardin, le rire forcé de maman, papa tenant salon comme il le faisait toujours. Je m'imaginais m'approcher de lui. Joyeux anniversaire, papa. Peut-être qu'il sourirait. Peut-être qu'il hocherait la tête. Peut-être, juste peut-être, dirait-il, merci, Allison. Mon cœur s'est serré à cette pensée. On a frappé doucement à ma porte. Ali ? La petite voix d'Emma m'est parvenue. Elle ne m'appelait jamais Allison. Seulement Ali, comme si j'étais à elle. Tu peux entrer, ai-je dit doucement. Elle s'est glissée à l'intérieur, sa girafe en peluche sous le bras, les yeux encore gonflés d'avoir pleuré plus tôt. Tu es encore fâché ? J'ai forcé un petit sourire. Pas contre toi. Elle a grimpé sur mon lit et s'est assise à côté de moi, étudiant le sac cadeau. C'est pour papa. Oui. Elle a penché la tête. Après ce qu'il a dit, j'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Emma a froncé les sourcils. Pourquoi ? Parce que je veux encore qu'il me choisisse. Parce que je suis fatigué de me sentir remplaçable. Parce que je ne sais pas qui je suis sans essayer. Au lieu de cela, j'ai dit doucement, parce que parfois, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Emma n'avait pas l'air convaincue. Il n'avait pas l'air de ne pas le penser. L'honnêteté de sa voix m'a frappé plus fort que tout ce que mon père avait pu dire. J'ai expiré lentement. Je veux juste que demain soit meilleur. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Tu es déjà meilleur, Ali. J'ai ri doucement. Depuis quand es-tu devenu si sage ? Elle a haussé les épaules. J'observe les gens. C'était notre point commun. Emma s'est appuyée contre mon épaule, et pendant un instant, la maison n'a plus semblé si hostile. Elle semblait juste petite, fragile, comme quelque chose qui pourrait s'effondrer si quelqu'un respirait trop fort. Tu penses qu'il va aimer ? Ai-je demandé à voix basse. La montre ? Ouais. Elle l'a étudiée comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique. Il faudrait être aveugle pour ne pas aimer. J'ai souri à cette idée. Après qu'elle soit retournée dans sa chambre, je me suis allongé de nouveau, le sac cadeau posé sur mon bureau bien en vue. Mon cœur se sentait comme un funambule, en équilibre entre l'espoir et l'humiliation. Une partie de moi savait qu'un cadeau ne réécrirait pas l'histoire. Mais une autre partie, plus petite, plus douce, croyait encore que demain pourrait changer quelque chose. Que peut-être, si j'essayais une fois de plus, je ne me sentirais pas comme la pièce en trop à la table de quelqu'un d'autre. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Et quelque part au fond de mon esprit, je n'arrivais pas à chasser le souvenir de cette voiture noire. Mais ce soir, j'ai choisi de me concentrer sur la montre, sur la possibilité, sur cet espoir fragile et vacillant que peut-être, juste peut-être, cette fois, je serais assez bien. L'après-midi suivant était chaud, trop chaud pour le printemps. La météo de Caroline du Nord aimait se déguiser en été précocement, et aujourd'hui, elle avait choisi l'humidité et la chaleur. Je me tenais au bord de notre jardin dans une robe d'été lavande toute douce qu'Emma avait choisie pour moi le matin même. « Tu as l'air gentille », avait-elle dit. Je suppose qu'elle ne savait pas à quel point cela comptait pour moi. Les rires fusaient dans le jardin. Des chaises pliantes étaient éparpillées sur l'herbe fraîchement coupée. Tante Melinda en était déjà à son 3e verre de vin,
parlant de politique qu'elle ne comprenait pas. Le cousin Tyler montrait son nouveau drone, qui bourdonnait au-dessus de nous comme un frelon paresseux. Maman circulait entre les invités avec un pichet de citronnade et son sourire poli habituel, mais je ne remarquais presque rien de tout cela. Je tenais le sac cadeau comme s'il était en verre, soigneusement serré contre moi, priant pour que le papier de soie ne se froisse pas, priant pour que mes mains ne transpirent pas à travers le papier. Papa était au barbecue, bien sur son trône. Un polo bleu marine tendu sur son ventre, les pinces dans une main, une bière dans l'autre, hochant la tête et souriant d'un air narquois comme un roi au milieu de sa cour. Je l'observais de loin alors que les gens le saluaient comme une célébrité locale. 60 ans te vont bien, Raymond. C'est quoi ton secret? Charbon ou gaz? Toujours aux commandes, hein. Il adorait ça. Il avait toujours adoré ça. Mon estomac s'est noué. J'ai attendu un moment de calme dans les conversations, une brèche où il serait enfin seul. Mais il n'y en avait jamais, juste un défilé incessant d'amis et de parents, riant comme si rien ne tournait jamais mal dans ce monde. Comme si nous étions une photo parfaite. Comme si j'en faisais partie. Mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Allison, la voix de maman a percé le brouhaha. Tu voulais donner ce cadeau à ton père maintenant, chérie, avant qu'on apporte le gâteau. Soudain, tous les regards se sont tournés vers moi. Je me suis figé. Vas-y, a-t-elle insisté, un sourire de façade aux lèvres. Il est juste là. Emma se tenait à quelques pas, observant la scène avec de grands yeux. J'ai croisé son regard. Elle a hoché la tête une fois discrètement, mais avec assurance. J'ai avalé ma salive, j'ai fait un pas en avant et j'ai parcouru les 6 mètres de pelouse qui me semblaient être un champ de bataille. Mes sandales s'enfonçaient légèrement dans l'herbe. Et, ai-je dit, essayant de paraître naturel. Papa a regardé par-dessus son épaule. Ouais. Je t'ai apporté quelque chose pour ton anniversaire. J'ai tendu le sac à 2 mains. Mes bras me semblaient raides, mécaniques. Il a cligné des yeux, surpris. Ah bon? Ouais, ai-je dit, soudain intimidé. J'ai économisé pour ça. Je me suis dit. Je ne sais pas, que tu aimerais peut-être. La conversation autour de nous s'est tue. Pas complètement, mais assez. Je sentais les gens nous regarder, ce subtil moment de flottement dans une fête où toutes les oreilles se tendent vers l'attention, attendant de voir s'il faut rire ou rester silencieux. Il a pris le sac et a fouillé dans le papier de soie comme un homme déballant des chaussettes à Noël et détaché, légèrement agacé, agissant par automatisme. Lorsqu'il a ouvert la boîte, un léger murmure s'est élevé de quelqu'un à proximité. La montre a capté le soleil, exactement comme dans ma chambre la nuit précédente. Pendant une seconde, juste une seconde, son visage a changé. De la surprise. Quelque chose de proche d'une émotion. Puis sa bouche s'est tordue. C'est pour ça que tu as dépensé l'argent de tes pourboires, a-t-il demandé à voix haute, brandissant la boîte pour que tout le monde la voie. Une contrefaçon bon marché? Mon souffle s'est coupé. Ce n'est pas une contrefaçon, ai-je dit rapidement, à voix basse. C'est une vraie. J'ai économisé. Il ne m'a pas laissé finir. Il a lancé la boîte. Là, devant tout le monde, ma mère, mes cousins, les voisins d'à côté, la boîte contenant la montre a décrit un arc de cercle dans l'air et a atterri dans l'herbe avec un bruit sourd. Quel genre de camelote sans valeur m'as-tu donné là, a-t-il aboyé. Tu crois que je vais porter cette cochonnerie en plastique? Je ne sais même pas d'où ça sort. Un souffle coupé. C'était peut-être moi. Mes mains tremblaient alors que la chaleur me montait au visage. Je sentais tous les regards sur moi, non plus curieux, ni polis, juste stupéfaits. Je me suis penché vers la boîte comme si je pouvais tout effacer. C'est de l'acier inoxydable. Une vraie. J'ai dit que je n'en voulais pas, a-t-il tranché. Économiste et sous pour quelque chose qui en vaut la peine la prochaine fois. J'ai entendu quelqu'un murmurer « Waouh » dans son souffle. Maman était figée à côté, la bouche entr'ouverte, sans dire un mot. Pas un seul mot. Emma avait les poings serrés contre ses hanches comme si elle voulait hurler, mais ne savait pas comment. Je n'ai pas ramassé la montre. Je n'ai rien dit de plus. J'ai tourné les talons. J'ai marché. Pas vite, pas de manière dramatique, j'ai juste marché. Chaque pas était plus lourd que le précédent,
mais j'ai réussi à entrer dans la maison et à monter les escaliers avant que les larmes ne coulent. Cette fois, je n'ai même pas essayé de les retenir. Je n'ai pas rabaissé pour le gâteau. Je ne les ai pas entendus chanter. Je n'en avais pas envie. La montre est restée là où elle était tombée, face contre terre sur la pelouse, avalée par l'herbe comme si elle n'avait jamais eu d'importance. Je me suis pelotonné en boule sous mes couvertures. La robe lavande s'est froissée. Le maquillage a coulé sous mes yeux. Le mascara séchait comme de la cendre sur mes joues. Les rires à l'extérieur ne se sont jamais vraiment arrêtés, ils ont juste baissé d'un ton, ont changé d'ambiance. Ils sont passés à autre chose. Les gens font toujours ça. Personne n'est venu voir comment j'allais. Ni maman, ni papa, même pas pour faire semblant par souci des apparences. Seule Emma a frappé une fois un petit coup timide. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Et puis la maison est devenue silencieuse. Finalement, le cliquetis des assiettes et le bruit des chaises pliantes que l'on rentrait se sont estompés, remplacés par le bourdonnement lointain des cigales et le ronronnement sourd du réfrigérateur en bas. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond dans le noir, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. À un moment donné, je me suis assise, je me suis arraché du lit comme si ma peau n'était plus à la bonne taille, et j'ai posé mes pieds nus sur le sol frais. Ma respiration me semblait oppressée dans ma poitrine, comme si je restais dans cette maison une minute de plus, quelque chose en moi allait éclater et je ne saurais pas comment le refermer. Alors, je suis parti. Sans chaussures, juste avec le sweat à capuche que j'avais jeté sur ma robe et un trousseau de clés de maison fourré dans ma poche par mes doigts tremblants. Le porche a grincé sous mon poids alors que je m'avançais dans la nuit. L'air sentait le charbon de bois et l'herbe coupée, encore moite de la chaleur résiduelle mais plus doux maintenant. Je ne savais pas où j'allais. Je ne m'en souciais même pas. Je savais juste que je devais sortir. J'ai remonté la rue, passant devant les voitures garées le long du trottoir, devant les arroseurs qui chuchotaient sur les pelouses vides. Les réverbères clignotaient au-dessus de moi, projetant de fines flaques d'or qui faisaient s'étirer mon ombre comme une étrangère derrière moi. Mes pieds me faisaient souffrir sur le bitume, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à marcher un pâté de maison, puis un autre essayant d'échapper à l'écho de sa voix. Quel genre de camelote sans valeur m'as-tu donné là? Je ne me suis même pas rendu compte que les larmes coulaient de nouveau avant d'en sentir le sel. La route tournait près de la limite du quartier. Au-delà, il n'y avait que des bois et une longue route départementale qui ne menait nulle part de particulier. J'ai hésité là. L'obscurité semblait plus profonde après ce virage. Plus lourde. Et puis je l'ai entendu ce son. Ce moteur. Grave et régulier, et bien trop silencieux pour une voiture de cette taille. Je me suis retourné, et elle était là de nouveau. La voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Phares éteints, vitres teintées, la même qu'auparavant. Sauf que cette fois, elle n'était pas immobile. La porte arrière s'est entr'ouverte. Puis deux hommes en sont sortis tous deux vêtus de vêtements sombres, grands, larges d'épaules, se déplaçant avec cette sorte de précision lente qui m'a glacé le sang. J'ai reculé. Ils ont avancé. J'ai tourné les talons pour courir, mais le gravier a glissé sous mes pieds. J'avais à peine fait 2 pas que des mains agrippaient mes bras rudes, soudaines, implacables. Lâchez-moi, ai-je hurlé, mais le son a ricoché sur les arbres déserts. L'un d'eux a pressé quelque chose de froid et de pointu contre mes côtes. Pas une lame, mais un avertissement. L'autre a rabattu la capuche sur ma tête, étouffant ma voix. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Mes pieds donnaient des coups, griffaient le sol, mais je n'arrivais pas à trouver d'appui. Je me suis débattu, j'ai pivoté, je me suis battu comme si ma vie en dépendait, car quelque chose me disait que c'était le cas. La porte de la voiture s'est ouverte. On m'a poussé à l'intérieur. Le cuir était froid contre ma peau. Une porte a claqué, puis une autre. Le moteur a vrombi, les pneus ont crissé sur le sol, et juste comme ça, j'étais parti, avalé par la nuit. Je n'arrivais pas à respirer. La voiture sentait le cuir, l'eau de Cologne et quelque chose de stérile, comme un hôpital ou un portefeuille neuf. L'intérieur était sombre, à l'exception de la lueur bleue et diffuse du tableau de bord. Mes poignets étaient libres, mais j'étais paralysé par le silence et la peur, coincé entre les deux hommes qui m'encadraient désormais de chaque côté, comme si je n'étais même pas humaine. J'ai refoulé mes larmes, la voix brisée, et j'ai fini par lâcher, où m'emmenez-vous? Pas de réponse.
J'ai regardé l'homme à ma droite plus âgé, peut-être la quarantaine, les tempes grises, la mâchoire si serrée qu'elle semblait sculptée dans la pierre. « S'il vous plaît, » ai-je dit, « je ne comprends pas. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» Toujours rien. Le plus jeune à ma gauche avait le visage rasé de près, la peau sombre et les yeux cachés derrière des lunettes. Il ne me regardait pas. Aucun des deux ne le faisait, comme si m'accorder de l'importance me rendait réel, et que me garder irréel rendait tout cela acceptable. « Allez-vous me faire du mal ?» Ma voix sortait à peine. Est-ce que c'est par rapport à ma famille? Je détestais cette question. Je détestais le fait que mon cerveau trouve logique que quelqu'un veuille me punir pour quelque chose qu'ils auraient fait. Une punition par procuration. Toujours rien. La panique a gonflé si fort dans ma poitrine que ça m'a fait mal. Ma respiration est devenue superficielle. Chaque seconde sans réponse enfonçait le couteau un peu plus loin. Je n'ai pas d'argent, ai-je bégayé. Je n'ai rien. Si c'est pour une rançon, vous vous trompez de personne. J'ai ri, d'un rire aigu et désespéré. Il ne paierait pas pour moi, de toute façon. L'homme à droite a eu un léger tressaillement. Ce petit mouvement m'a donné un frisson. Il savait quelque chose. S'il vous plaît, ai-je chuchoté. Dites-moi au moins pourquoi. Il ne disait toujours rien, alors j'ai commencé à perdre pied. C'était peut-être une vengeance. Peut-être avais-je dit quelque chose à l'école qui avait mis quelqu'un en colère. C'était peut-être le hasard, le mauvais endroit, le mauvais moment. Ou pire encore, peut-être que quelqu'un avait finalement décidé de me faire disparaître parce que j'étais devenue trop encombrante. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang. Le temps s'étirait et se tordait. Mon téléphone était toujours dans ma poche, mais je n'étais pas idiote. Je savais que tenter de le prendre serait inutile. S'ils voulaient m'arrêter, ils m'arrêteraient. Sinon, ils auraient déjà retiré la batterie, brouillé le signal ou pire. Je suis donc resté assise là, les bras tremblants sur mes genoux, les yeux oscillant entre le rétroviseur et les ombres derrière la vitre. Il faisait trop sombre pour reconnaître quoi que ce soit à l'extérieur, juste des éclairs d'arbres, des panneaux, de temps en temps des phares qui passaient comme des fantômes. Après ce qui m'a semblé une éternité, la voiture a ralenti. Je me suis penché en avant, le cœur dans la gorge. Nous avons quitté la route pour nous engager dans une longue allée sinueuse bordée de haies impeccables qui semblaient s'étirer à l'infini. Les grilles s'étaient ouvertes devant nous sans que personne ne sorte, sans un mot. J'ai eu la bouche sèche. La maison, ou peut-être était-ce un manoir, une propriété, un complexe, est apparu lentement, éclairé comme dans un film. Des colonnes, des arches, d'immenses fenêtres rayonnant de l'intérieur. La pelouse était impeccable. Le gravier de l'allée a crissé doucement sous les pneus alors que nous arrivions devant l'entrée circulaire, encadrée par des haies taillées avec une précision surnaturelle. La voiture s'est arrêtée. Aucun des hommes n'a bougé. J'ai agrippé le siège. « S'il vous plaît » ai-je dit, la voix à peine audible. « Quel est cet endroit ?» L'homme de droite a enfin tourné la tête. « Sors. » Je n'ai pas bougé. La portière s'est ouverte, mais pas de mon fait. L'homme de droite était descendu et se tenait maintenant à l'extérieur, tenant la porte avec une patience exercée, comme s'il s'agissait d'une soirée de gala et non d'un enlèvement en pleine nuit. Mes jambes ne voulaient pas m'obéir, mais quelque chose de plus froid que la peur m'a poussé en avant. L'instinct de survie, peut-être. Je me suis glissé hors de la banquette arrière lentement, le gravier piquant sous mes pieds nus. Je n'avais même pas pensé à mes chaussures en fuyant la maison. L'air ici sentait différemment, le jasmin est quelque chose de plus ancien. Le luxe. Les colonnes blanches massives me surplombaient alors que l'on me guidait vers les larges marches de marbre menant au porche lumineux. Aucun des hommes ne me touchait désormais, mais leur présence derrière moi était indiscutable. Je n'étais pas libre de partir. Et puis la porte s'est ouverte. Un homme de grande taille est apparu dans l'encadrement, baigné d'une lumière jaune et douce. Cheveux poivre et sel, pantalon élégant. Il semblait sortir de la couverture d'un magazine de luxe. La fin de la cinquantaine, peut-être le début de la soixantaine, sûr de lui mais calme et étrangement familier. Sa voix était fluide, ni froide, ni pressée. « Bonjour, ma chère. » J'ai cligné des yeux. Il s'est avancé, les mains détendues le long du corps. « Je sais que c'est accablant, » a-t-il dit doucement, « mais j'ai besoin que tu écoutes ceci. » Il a marqué une pause. Puis,
avec une étrange assurance, il a prononcé les mots qui ont tout réécrit, « Je suis ton père biologique ». Le porche a semblé tanguer sous mes pieds. Je l'ai fixé, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Quoi? Mon nom est Jonathan Pierce. Sa voix était calme, posée. Le nom de ta mère était Camille. Tu es né à l'hôpital d'État il y a 21 ans. L'adoption n'est pas ce que j'avais accepté. On t'a emmené avant que je puisse revenir. Non, ai-je soufflé. Non, ce n'est pas. Il a glissé la main dans sa veste et en a sorti une petite enveloppe Kraft, la tenant comme si elle contenait quelque chose de sacré. Des photos, des actes de naissance, et ceci. Il a désigné de la main la lourde porte en bois derrière lui. Un miroir qui pourrait expliquer plus que n'importe quel document. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Je ne pouvais pas bouger. J'ai des parents, ai-je dit, même si les mots avaient un goût de rouille. J'ai déjà une famille. Ils t'ont élevé, a-t-il dit sans aucune amertume. Mais ils ne t'ont pas dit qui tu es. Je ne vous crois pas. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Entre un instant, seulement un instant. J'aurais dû m'enfuir, j'aurais dû hurler, mais la curiosité a pris le dessus sur la peur, et tout au fond, il y avait une pointe d'espoir ou de désespoir, ou les deux. Je l'ai suivi dans le manoir. L'entrée n'était que sol poli et au plafond. Chaque recoin rayonnait. C'était trop propre, trop silencieux, le genre d'endroit qui ne grince pas et ne respire pas. Je me sentais comme une intruse, pieds nus et débraillés, dans une maison bâtie pour des statues. Il m'a conduite dans un couloir jusqu'à un large miroir doré. Tiens-toi là. Je me suis exécuté. Il s'est placé à mes côtés, et je l'ai vu. Le même menton, les mêmes pommettes saillantes, la même courbe des yeux. C'était comme voir mon propre visage projeté sur une autre vie, une vie plus riche, plus chaleureuse. Ma gorge s'est serrée. Il m'a enfin tendu l'enveloppe. Tu pourras l'ouvrir quand tu seras prête. Je n'avais toujours pas prononcé un mot. Jonathan étudiait mon visage comme s'il cherchait à le mémoriser. Je te cherche depuis très longtemps, Allison. J'ai chuchoté, vous connaissiez mon nom. Je savais tout, sauf où tu étais. J'avais envie de hurler. J'avais envie de m'effondrer. Au lieu de cela, j'ai juste fixé le miroir, parce que soudain, tout ce que je croyais savoir venait de se briser, et le reflet, lui, était toujours là. Le bureau était chaleureux. Pas seulement par sa température, mais par l'ambiance qui s'en dégageait. Un éclairage ambré et tamisé provenant d'appliques murales, des fauteuils en velours qui vous enveloppaient complètement, et des étagères remplies de livres épais qui n'avaient probablement pas été touchés depuis des années. Le genre d'endroit où le temps ralentit et où tout semble un peu irréel. Je me suis assise en face de lui, toujours pieds nus, les jambes repliées maladroitement sous moi sur le bord d'un fauteuil en cuir. Je tenais l'enveloppe Kraft sur mes genoux comme si elle risquait de prendre feu. Je ne l'avais pas encore ouverte. Jonathan, il a insisté pour que je l'appelle ainsi pour le moment, et nous a servi du thé, pas du café, dans un service en porcelaine qui semblait plus vieux que moi. Sa façon de bouger était délibérée, douce, comme si tout geste brusque risquait de me faire fuir. Il avait raison. Le silence s'était tiré, mais il n'était pas pesant. Il était plein, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit entre nous. Finalement, il s'est assis et m'a regardé. Pas à côté de moi, pas à travers moi, mais moi. Le nom de ta mère était Camille, a-t-il commencé doucement. Elle avait 23 ans quand tu es né. Nous n'étions pas mariés. Nous étions jeunes, et je terminais une spécialisation à l'étranger quand elle a découvert qu'elle était enceinte. J'ai avalé ma salive mais je ne l'ai pas interrompue. Elle a essayé de me joindre, mais les communications à l'époque. Eh bien, ce n'était pas comme aujourd'hui. Nous écrivions des lettres. Elle a laissé des messages vocaux. Je ne les ai pas reçus à temps. Il a marqué une pause, le regard embrumé. Elle est morte en t'accouchant, Allison. Les mots ne m'ont pas percuté d'un coup. Ils se sont déposés par couches. Elle est morte en me donnant la vie. Elle n'avait plus de famille vivante, a-t-il continué. Mon nom n'apparaissait pas sur l'acte de naissance, une autre complication due au fait que j'étais hors du pays. Il a regardé sa tasse de thé. Le temps que je revienne aux États-Unis et que je la prenne, tu étais déjà dans le système. Déjà placé. L'adoption s'est faite rapidement, plus discrètement qu'elle n'aurait dû. Je n'ai même pas connu ton nom avant des années plus tard.
J'ai serré l'enveloppe un peu plus fort. J'ai essayé de me battre, a-t-il dit. J'ai engagé des avocats, des enquêteurs, mais chaque fois que j'étais sur le point de te retrouver, quelque chose changeait. Dossier scellé, agence fermée. J'avais l'impression de poursuivre un fantôme. Pourquoi maintenant? Ma voix était rauque. Pourquoi me trouver maintenant? Il m'a regardé, droit dans les yeux. Parce que je n'ai jamais arrêté. Cela m'a fait un choc. Je ne connaissais pas cet homme, et pourtant, je ne me sentais pas en danger. Je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas comme un fardeau que l'on regrette d'avoir gardé. Je me sentais reconnu. Tu as grandi à Raleigh, a-t-il demandé gentiment. J'ai hoché la tête. Oui, depuis que j'ai 2 ans. Sa mâchoire s'est crispée très légèrement. Ils ne t'ont jamais rien dit. Pas un mot, ai-je chuchoté. Il faisait comme si j'étais apparu par enchantement. Comme si j'étais un projet dont il s'était lassé à mi-chemin. Jonathan s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Tu étais désiré, Allison. Depuis le début. Tu le es toujours. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine à ces mots. Pas une cassure, un changement de cap, je rêvais souvent d'elle, ai-je dit avant de pouvoir m'en empêcher. Une femme aux cheveux sombres qui chantait. Je pensais l'avoir inventée. Il a souri, presque douloureusement. Camille chantait souvent en faisant la vaisselle. Elle chantait comme une casserole, la pauvre. Mes lèvres se sont incurvées légèrement. On dirait moi. On dirait elle aussi. La chaleur s'est diffusée lentement, avec hésitation, mais elle était là. J'ai ouvert l'enveloppe sur mes genoux. À l'intérieur, il y avait des copies de lettres, un bracelet d'hôpital au nom de Bébé-fille Pierce, et une photographie délavée mais indéniable de Camille, enceinte, debout à côté de Jonathan, riant face au vent. Il ressemblait au début de quelque chose. Je n'avais jamais connu le début de quoi que ce soit jusqu'à présent. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les grandes fenêtres de la chambre d'amis de Jonathan. Elle n'était pas filtrée par des stores poussiéreux ou des rideaux jaunis comme à la maison, mais vive et pure, comme un nouveau départ essayant de percer. Je me suis réveillé lentement, ne sachant plus trop où j'étais au début. Les draps étaient trop doux, la pièce trop silencieuse, et puis tout m'est revenu en mémoire. La voiture, le miroir, la vérité. Il m'attendait dans la cuisine, lisant le journal comme si c'était un mardi ordinaire, sauf que ça ne l'était pas. Il a levé les yeux et a souri. Bonjour. Tu as faim? Maria a fait des pancakes aux myrtilles. J'ai cligné des yeux. Qui est Maria? Il a ri doucement. La gouvernante, chef cuisinière et tante officieuse. Elle est avec moi depuis avant ta naissance. Et juste comme ça, la chaleur est revenue. C'était étrange, irréel, mais je ne me sentais pas comme une invitée. Je me sentais attendu. Après le petit déjeuner, Jonathan a ouvert un tiroir près de l'îlot central et a fait glisser une petite clé argentée sur le comptoir en marbre. Elle était attachée à un porte-clés en cuir avec un logo embossé que je ne reconnaissais pas. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé avec prudence. Il a souri. Un appartement à Charlotte, près de mon bureau. Moderne, entièrement meublé. Il est à toi. Je l'ai dévisagé. Je n'ai pas besoin d'un appartement. Tu as besoin d'espace, a-t-il dit doucement. Tu as besoin de liberté. Tu as besoin d'un endroit qui ne soit pas hanté par chaque mot qu'ils ont utilisé pour te briser. J'ai avalé ma salive avec difficulté. C'est un petit cadeau de bienvenue, a-t-il ajouté. Pas une tentative de corruption. Je n'essaie pas d'acheter ton amour, Allison. Je veux juste t'offrir un endroit pour recommencer à zéro. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Puis j'ai tendu la main vers la clé, et quelque chose en moi, quelque chose d'effrayé et de recroquevillé s'est enfin redressé. Plus tard dans l'après-midi, j'y suis retourné. J'ai dit à Jonathan que je voulais récupérer mes affaires seul, que c'était quelque chose que je devais faire sans escorte ou sans voiture qui m'attendrait dehors comme si j'étais la fille d'un milliardaire. J'ai pris le bus, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt. Pas de maquillage, pas d'armure. J'ai franchi la porte de la maison qui m'avait élevé, sans m'attendre à un accueil, et je n'en ai pas eu. Ma mère était dans la cuisine, essuyant les comptoirs comme si elle n'avait pas passé les 20 dernières années à me vider de ma substance. Elle s'est retournée en entendant la porte. Tiens,
regarde qui a décidé de se montrer, a-t-elle ricané. Déjà à court de château? Je n'ai pas bronché. Je suis là pour prendre mes affaires. Elle a jeté le chiffon dans l'évier et s'est appuyée contre le comptoir en croisant les bras. Tu ne manques pas de culot, Allison. Après tout ce qu'on t'a donné. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ce que vous m'avez fait subir, ai-je corrigé doucement. Pas ce que vous avez fait pour moi. Son visage s'est tordu de colère. On t'a donné un toit. On t'a élevé quand personne d'autre ne voulait de toi. Vous m'avez élevé en me faisant croire que j'étais un fardeau, ai-je dit. Vous m'avez nourri, habillé, et vous m'avez rappelé quotidiennement à quel point j'avais de la chance d'être toléré. Sa voix est montée d'un ton. On t'a recueilli par pitié. Tu crois qu'il t'aime juste parce qu'il a un manoir et une histoire larmoyante? Tu n'es rien pour lui. Tu ne seras jamais rien. J'ai soutenu son regard calme, stable, presque amusé. C'est ce que tu me disais chaque fois que je faisais quelque chose qui ne te plaisait pas. Mais devine quoi? Je connais la vérité maintenant. Elle a fait un pas en avant, la voix tremblante de fureur. Espèce de petite traîtresse ingrate. Non, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Je ne suis pas une traîtresse. Je ne suis plus ton bouc émissaire, c'est tout. Je me suis détourné d'elle, montant à l'étage sans attendre de permission. Mes mains ne tremblaient pas. Mes pas ne faiblissaient pas. Dans mon ancienne chambre, j'ai agi vite. Un sac de voyage, quelques vêtements, quelques livres qu'Emma m'avait offerts. La montre toujours rayée, toujours à moi. Quand je suis redescendu, elle se tenait là, bloquant la porte comme une ultime épreuve. Si tu franchis cette porte, a-t-elle sifflé, n'espère pas pouvoir y rentrer un jour. Ce n'est pas mon intention, ai-je simplement dit. Et ne t'attends pas à jouer les victimes dans cette histoire. Tu t'es servi de moi, et maintenant c'est terminé. Je suis passé devant elle. Et cette fois-ci, je n'ai pas regardé en arrière. Ils ont déposé une plainte exactement 3 jours après mon emménagement dans l'appartement. Jonathan m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Il en avait vu les signes, la façon dont les gens comme mes parents adoptifs s'accrochent désespérément au contrôle dès qu'ils sentent qu'ils le perdent. Et j'aurais dû m'y attendre moi aussi. Mais quand la lettre est arrivée officielle, tamponnée, glaciale, je l'ai quand même ressenti comme un coup de poing dans la poitrine. Motif, enlèvement illégal d'une personne à charge. Ils accusaient mon père biologique de m'avoir kidnappé. La fille à qui ils adressaient à peine la parole, sauf pour se moquer d'elle ou la blâmer, cette fille était soudain devenue leur propriété, subitement précieuse parce que quelqu'un d'autre osait s'intéresser à elle. J'ai presque ri. Jonathan, lui, ne riait pas. Il a ouvert la lettre avec le calme de celui qui a déjà fait la guerre. Ils veulent te faire peur, a-t-il dit. Mais ils ont oublié une chose. Quoi? Il a levé les yeux, le regard ferme. J'ai la vérité et les preuves. La salle d'audience était plus froide que je ne l'imaginais, stérile, polie et pleine de murmures. J'étais assise à côté de Jonathan, encadré par 2 avocats aux costumes impeccables qui s'exprimaient d'un ton calme et stratégique. Mes parents adoptifs étaient assis de l'autre côté de l'allée. Maman portait du bleu marine et de fausses perles. Papa affichait une suffisance qui tenait à peine sur son visage. Il a souri narquoisement quand je suis entré, comme s'il s'agissait d'un jeu, comme s'il pensait encore pouvoir gagner. La juge était une femme d'une 60aine d'années, au regard vif et à la voix de granit. Quand elle est entrée, l'atmosphère de la pièce a changé. Tout le monde s'est redressé. Même ma mère a croisé les jambes avec un peu plus de soin. Cela a commencé. L'avocat de mes parents adoptifs s'est levé, gesticulant violemment et utilisant des mots comme « enlèvement »,« lavage de cerveau » et « trahison parentale ». Ils ont dépeint Jonathan comme un manipulateur riche et influent, retournant l'esprit d'une jeune fille contre la famille qu'il avait élevée avec amour et dévouement. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Mais la mâchoire de Jonathan s'est crispée. Puis ce fut notre tour. Notre avocat principal s'est levé calmement et a posé un dossier sur la table devant la juge. À l'intérieur, des tests ADN, des irrégularités d'adoption certifiées, des courriels et des lettres de Camille, ainsi que les tentatives officielles de Jonathan pour récupérer ma garde il y a 20 ans. La juge a feuilleté les pages, le visage impassible. Puis l'avocat a demandé à m'appeler à la barre. J'ai eu l'estomac noué, mais j'ai hoché la tête et je me suis levé. J'ai prêté serment,
je me suis assise, j'ai respiré. La salle était silencieuse. L'avocat ne m'a posé qu'une seule question, pouvez-vous décrire l'environnement émotionnel dans lequel vous avez été élevé? Ma gorge s'est serrée. Oui, ai-je dit clairement. Je n'étais pas aimé. J'étais toléré. On se moquait de mes erreurs. On me faisait culpabiliser d'exister. J'ai passé ma vie entière à me demander pourquoi je n'étais jamais assez bien. Et je sais maintenant que c'est parce qu'ils ne m'ont jamais vu comme quelqu'un digne d'être aimé, juste comme quelqu'un qu'ils pouvaient contrôler. Des murmures ont parcouru la salle. La mâchoire de ma mère adoptive s'est serrée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser. La juge a levé la main pour réclamer le silence. Puis elle a parlé d'une voix basse, claire, définitive. Le tribunal détermine que Jonathan Pierce est le père biologique d'Alison Talbot et, à ce titre, détient tous les droits légaux concernant ses soins et son bien-être en tant qu'adulte. Le tribunal trouve également des raisons de croire que de la négligence émotionnelle et de la manipulation psychologique ont eu lieu au sein du foyer Talbot. Toutes les demandes déposées par Raymond et Marlène Talbot sont rejetées définitivement. Elle les a regardés droit dans les yeux. Vous n'avez pas perdu une fille. Vous l'avez jetée. Le marteau est tombé. Juste comme ça, c'était fini. Les marches à la sortie du tribunal étaient un véritable cirque. Reporter, caméra, cri. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste marché, la main de Jonathan serrée dans la mienne, stable et chaude. Quelqu'un a demandé, Alison, vous sentez-vous vengée? Je me suis arrêté, je me suis tourné vers le journaliste, j'ai souri. Je me sens libre. L'appartement était silencieux le soir de mon retour du tribunal. Pas un silence lourd et hanté, celui que je n'avais que trop connu mais paisible, le genre de silence qui vous enveloppe sans rien vous prendre. J'ai posé mon sac sur le banc de l'entrée et je suis resté debout au milieu du salon, respirant tout simplement. Pour la première fois de ma vie, je n'avais personne à impressionner. Pas de bruit de pas derrière moi, pas de regard cruel attendant de me voir trébucher. J'étais ici chez moi, totalement, sans m'en excuser. Pourtant, quelque chose me travaillait. Je suis allé à la cuisine, je me suis servi un verre d'eau et j'ai fixé le téléphone sur le comptoir. Pendant un moment, je me suis contenté de le regarder. Puis, j'ai tapé un numéro que je connaissais par cœur. Ça a sonné 2 fois avant que j'entende sa voix. Ali? J'ai fermé les yeux. Salut et aime. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis une petite inspiration. Tu vas bien? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Oui, ça va. Je vais même très bien. Un autre silence. Est-ce qu'ils sont en colère? J'imagine que oui, ai-je dit. Mais je m'en fiche, maintenant. Un battement de silence. Puis sa voix s'est brisée. Est-ce que je peux venir te voir? Emma est entrée dans mon appartement le lendemain soir, vêtue du sweat à capuche trop grand que je lui avais offert au Noël dernier, celui qu'elle avait insisté pour garder même si maman disait qu'il était trop large pour une fille. Ses cheveux étaient noués en une tresse défaite et ses yeux étaient grands, nerveux, comme si elle ne savait pas si elle avait le droit d'être heureuse ici. J'ai ouvert les bras et elle s'y est jetée. Elle s'est agrippée à moi comme si elle avait encore 10 ans et que le monde était devenu trop vaste. Je l'ai sentie trembler sous le poids d'un souffle qu'elle retenait manifestement depuis des semaines, peut-être des années. Tu n'as plus à vivre sous le poids de leurs mensonges, ai-je dit dans ses cheveux. Elle a hoché la tête contre moi, puis a chuchoté, je veux rester ici avec toi. Je me suis reculé juste assez pour croiser son regard. Alors reste. Le lendemain matin, nous avons ouvert toutes les fenêtres. Nous avons mis la musique à fond des playlists, girl power, ringardes qui nous faisaient rire et nous avons commencé à tout vider des placards. Vieux coussins, vaisselle dépareillée, cadres photos qui ne signifiaient rien pour nous. Nous avons repeint les murs beiges avec des verts tendres et des bleus poudrés. L'idée d'Emma, elle disait qu'il la faisait se sentir en sécurité mais pas endormie. Nous avons dansé pieds nus sur une bâche. Nous nous sommes étalés dans le couloir, tachés de peinture et sans que cela nous importe. J'ai commandé des pizzas et je les laissé les manger sur le canapé. Pas d'assiette, pas de règles. Quand nous nous sommes installés dans ce qui allait être sa chambre, l'ancienne chambre d'Amy, elle a regardé autour d'elle et a dit, « Est-ce que je peux mettre des étoiles phosphorescentes au plafond ?» J'ai souri. « Tu peux mettre la lune entière si tu veux. » Et c'est ce qu'elle a fait. Cette nuit-là,
nous étions allongés côte à côte sur le canapé, sa tête sur mon épaule, nos doigts encore tachés de peinture séchée. Elle a chuchoté, « J'avais peur que tu m'abandonnes. » Jamais, ai-je dit sans hésiter. Le clair de lune glissait à travers les portes vitrées, doux et lent. Elle a levé les yeux vers moi et a souri un vrai sourire. Pas celui, poli et prudent, qu'elle avait appris à porter à la maison, mais celui qui illuminait son visage et laissait transparaître la vraie Emma. C'était la première fois que je la voyais rire depuis des mois. Et juste comme ça, quelque chose en moi a guéri. 1 an plus tard, je me tenais derrière un pupitre sous les projecteurs d'un blanc éclatant, face à une mer de jeunes visages. Certains nerveux, certains impatients, certains d'une familiarité déchirante dans leur silence discret. J'ai ajusté le micro, pris une inspiration et souri. Je m'appelle Alison Pierce, ai-je commencé, d'une voix claire et assurée. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que personne ne voulait de moi. Un frisson de calme s'est installé dans l'auditoire. On m'a dit que je devrais être reconnaissante d'avoir été recueillie. On m'a dit que l'amour devait se mériter et que, même alors, il n'était pas garanti. On m'a dit que ma voix n'avait pas d'importance. J'ai laissé ces mots flotter un instant. Mais voici ce que personne ne m'a dit, vous n'êtes pas ce que les autres décident que vous êtes. Vous n'êtes pas leur colère, leur cruauté ou leur silence. Votre vérité est à vous de la découvrir. Au premier rang, Emma était assise entre Jonathan et l'une de ses nouvelles amies d'école, les mains jointes sur ses genoux, souriant comme si elle savait déjà ce que j'allais dire avant même que je le prononce. Jonathan, à ses côtés, semblait retenir ses larmes. J'ai continué. Certains d'entre vous portent peut-être une douleur qui n'a pas encore de nom. Certains sont peut-être encore au cœur de la tempête. Mais les tempêtes passent. Elles passent toujours. Et quand ce sera le cas, vous découvrirez que la personne qui en sort n'est pas la même que celle qui y est entrée. Des applaudissements épars ont commencé à s'élever. Je n'ai pas grandi dans une famille qui savait m'aimer. Mais j'en ai trouvé une. Une famille bâtie sur le respect, sur la vérité, sur une connexion réelle. Parfois, la famille, c'est ceux qui répondent présents quand le monde vous tourne le dos. Mes yeux ont retrouvé ceux d'Emma. Elle a hoché la tête une fois. Cela suffisait. Alors, si vous êtes assis ici aujourd'hui en vous demandant si vous aurez un jour le sentiment d'être à votre place, écoutez bien, ai-je dit. C'est le cas. Vous l'avez toujours été. On ne vous l'a juste pas encore dit assez fort. La foule a éclaté en applaudissements. Et je me tenais droite dans la lumière non pas comme quelqu'un que l'on avait sauvé, mais comme quelqu'un qui s'était sauvé elle-même. C'était la fin de mon histoire. Le moment où j'ai enfin compris qu'être choisi, respecté et vraiment vu vaut bien plus que de rester là où l'on est simplement toléré. Parfois, je pense encore à Emma préparant son petit sac de voyage et choisissant de quitter cette maison pour vivre avec moi, même si elle savait que cela changerait tout pour elle aussi. Pensez-vous qu'elle a fait le bon choix? Ou avez-vous déjà dû faire un choix de ce genre pour quelqu'un que vous aimez? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire a compté pour vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour suivre d'autres parcours sur la force de caractère quand cela compte le plus.